Je vous donne juste un exemple. Je pense qu'on peut légitimement et normalement décider de mettre en place des délégations spéciales dans nos 815 communes. Imaginez le temps que ça nous prendrait. Je pense que le chef de l'État a décidé de proroger par voie législative le mandat des élus des collectivités territoriales. Mais ceci dit, nous procédons à la mise en place des délégations spéciales là où les collectivités territoriales malheureusement sont les plus défaillantes. Donc tout ça, je pense que c'est assez d'éléments que nous avons pour vous indiquer à quel point le retour à l'ordre constitutionnel demeure une priorité. Mais ceci dit, celui-là nous renvoie à la formulation de l'axe 8, donc la création de conditions devant nous permettre d'organiser des élections apaisées et transparentes qui mettront un terme à la transition. Je pense que les élections sont aussi importantes que les conditions. Et les conditions, la première condition, la plus importante, comme je l'ai dit, qui est le prérequis, c'est d'abord l'union sacrée. Tout le reste, on peut trouver des solutions. Mais notre pays ne fera pas du tout face, et nous n'en avons jamais accepté, qu'il y ait une crise préélectorale ou post-électorale. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une situation sécuritaire que vous connaissez déjà, donc nous devons prendre le temps de régler toutes ces conditions afin que le scrutin soit le plus transparent, le plus apaisé et le plus inclusif possible. Mais soyez sûrs, je le dis à Lège, et je le répéterai ici, nous allons prendre toutes les dispositions, beaucoup d'efforts pour aller vite, mais nous n'allons jamais confondre la vitesse et la précipitation. Parce que justement, c'est la précipitation qui risquait de nous conduire à une éventuelle catastrophe. Je pense qu'il est important, comme je dis, d'aller vite. Si vous suivez un peu mon agenda, il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises et nous allons maintenir la même cadence. Nous allons avec beaucoup de certitude, mais nous le ferons toujours en collaboration avec la classe politique, comme je l'ai dit, en tenant compte de l'inclusivité, de la co-construction et de la transparence. On peut échanger sur beaucoup d'aspects, mais soyez sûr que la dernière décision tiendra toujours compte de l'intérêt général. Et je voudrais vous le dire avec la plus grande franchise, l'intérêt général n'est pas l'addition des intérêts partisans. Vous êtes des partis politiques, vous avez vos logiques, nous allons prendre en compte l'intérêt général, ça c'est la prise en compte du troisième principe du chef de l'État, donc les intérêts vitaux du peuple malien. On peut échanger sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de sujets, mais cela ne veut pas dire que ce point de vue, ou que vos points de vue, en dernier lieu, disons, s'imposeront. Mais en tout cas, je prendrai l'engagement que sur chaque sujet, vous serez consultés. Vous prendrez en compte, bien entendu, vos points de vue, si cela est nécessaire. Ceci dit, nous avons également évoqué la révision annuelle des listes électorales. Effectivement, en plus de la timidité, donc les difficultés ont été évoquées, la prise en compte du découpage territorial, les inondations, dans l'état de catastrophe nationale. Nous allons, en tout cas, très bientôt échanger avec l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections, pour voir dans quelle mesure envisager soit donc une prorogation de la révision annuelle des listes électorales ou faire en tout cas une révision exceptionnelle de ces listes électorales. C'est très important que les électeurs puissent soit s'inscrire ou que nous prenions le temps de les radier effectivement de nos listes électorales. Mais je suis également convaincu que dans les années à venir, je pense que la question de la révision des listes électorales ne se posera plus. L'orientation, en tout cas le souhait que nous avons, ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est de sécuriser notre état civil. Je pense que la sécurisation de l'état civil permettra, d'une manière ou d'une autre, de régler définitivement la question des listes électorales. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, c'est le cas de le dire, nous avions un ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation décédé, mais qui figurait toujours sur les listes électorales. Ce n'est pas la faute de sa famille, ce n'est pas qu'on veut frauder, mais c'est parce qu'on a un système, disons, d'état civil assez vulnérable. Si vous regardez quelle est la proportion de Maliens, nous compris dans la salle, qui procédions à une déclaration de décès. Est-ce que le système de déclaration de décès que nous avons permet automatiquement de retirer les personnes décédées des listes électorales? Je pense que le jour où on permet, en tout cas le jour où nous réussirons à informatiser tous ces dispositifs, on peut être sûr que sur les listes électorales, il n'y aura pas de personnes décédées. On peut être également sûr que sur les listes électorales, nous aurons des personnes, bien entendu, disposant d'un numéro d'identification
nationale. Si vous regardez aujourd'hui sur nos extraits d'actes de naissance, et bien entendu toujours la case NINA, mais vous constaterez qu'il n'y a jamais de numéro. Parce que le système n'est pas informatisé. Et ce qu'on veut faire actuellement, en tout cas dans le cadre des réformes, c'est de transformer le centre de traitement des données d'état civil en une agence qui aura pour mission de sécuriser l'état civil. Je suis sûr que si l'état civil est sécurisé, terme, le fichier sera, disons, très sûr, fiable, sans ces difficultés. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question sur la possibilité d'avoir le fichier individuel. C'est vrai qu'on avait à un moment donné un tel dispositif, mais comme je le dis, compte tenu des tensions de trésorerie, mais je suis sûr qu'avec la création de cette agence, toutes ces difficultés seront résolues, dans le cas bien entendu de la digitalisation également de l'administration, conformément à la vision du chef de l'État. Concernant la relecture des textes, donc en termes de perspective, je vais également prendre l'engagement que très bientôt le ministre délégué malheureusement n'est pas disponible et au CNT pour des sessions en séance plénière. Mais nous allons vous revenir très rapidement pour prendre en compte vos points de vue. Mais je préfère vous prévenir, ça risquerait de faire très très mal. Comme vous le dites, honnêtement, le nombre de partis politiques que nous avons n'est pas du tout tenable. Je pense que nous devons faire l'effort, nous-mêmes, en tout cas, de nous concentrer, au lieu de nous éparpiller. Je donne un exemple, comme je dis souvent avec beaucoup d'ironie, les partis politiques, effectivement, sont là pour la conquête du pouvoir. Et dans cet exercice, les partis veulent conquérir le pouvoir par des voies démocratiques. Est-ce que les règles démocratiques s'appliquent au sein des partis politiques? Donc vous voyez qu'il y a une contradiction majeure et fondamentale. Je pense qu'il faut voir tous ces aspects, y compris la question du financement. Un parti politique, en principe, si le parti est bien organisé, le problème du financement ne devrait pas se poser. Tout simplement, le financement du parti politique revient à ses militants. Mais je pense que tout cela, en tout cas, on aura le temps de discuter. Idem sur la loi sur les associations. Je pense qu'on aura également le temps, en tout cas, d'échanger. Mais comme je l'ai dit, soyez sûrs, nous allons vous consulter, mais il y a aussi les prérogatives de puissance publique. Et tout ce que vous direz ne sera pas forcément pris en compte. Il y a aussi des choses que vous ne direz pas, que nous serons obligés de prendre en compte pour justement tenir compte de l'intérêt général. Et c'est important de le dire, l'intérêt général n'est pas l'addition des intérêts partisans. Pas parce qu'on se met dans une salle, on tombe d'accord qu'il y a un consensus. Votre consensus ne peut ne pas aller avec, disons, la vision que nous avons de l'intérêt général. J'ai également noté, bien entendu, les messages de satisfaction concernant la libération je ne sais pas quel est le contenu réel, hein, de certains détenus. Mais je vous inviterai, c'est important que nous évitions les commentaires. Est-ce qu'il s'agissait de détenus politiques? En tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui ont été interpellées par la justice sur la base d'infractions. Soyez sûrs également qu'on est des êtres humains. Personne ne se réjouit de voir, disons, son prochain en prison. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier? Vous l'avez dit, nous sommes dans une transition, il n'y a pas d'opposants. Si vous dites que c'est des détenus politiques, ça veut dire que bon, ils ont été détenus pour des motifs politiques. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais je vous inviterai également en tant qu'acteur politique de mettre l'accent sur l'autorégulation. Lorsque la justice intervient, c'est toujours pour sanctionner. Mais je pense que en tant que président de parti politique, la sensibilisation et bien entendu les échanges dans un cadre courtois permettent d'éviter des débats. Je voudrais revenir à la mesure de suspension des partis politiques. À aucun moment, vous ne verrez qu'un parti a été nommé pour dire que cette mesure est contre X parti ou que c'est une mesure qui est pour X parti. C'est une mesure d'ordre général et impersonnel qui nous a permis, en tout cas, de tenir de manière apaisée le dialogue intermalien. Idem pour la presse. Est-ce qu'il y a une volonté réellement de bâillonner la presse? Honnêtement, moi je ne le pense pas. Bon, je ne voudrais pas ici mentionner une presse
en particulier. Mais on peut être sûr que, souvent lorsque vous écoutez les journalistes, c'est toujours facile d'accuser, bien entendu, le pouvoir public des mesures de suspension. Mais rarement, j'ai entendu un parti politique, disons, pointer du doigt certains acteurs politiques qui vont sur des médias et tiennent des propos inacceptables. Si on veut intervenir, si on veut réagir, je pense qu'on doit être équitable et juste. Et en cela, je pense que les responsables de partis politiques que vous êtes ont un rôle très important à jouer. Idem pour sur la période, en tout cas, que nous traversons. C'est vrai qu'il s'agit d'une transition, donc une période d'exception, mais à l'unanimité, nul ne peut dire qu'il ne s'agit pas d'une transition démocratique. Donc, si on applaudit la libération en tout cas des personnes, de ces 11, bon, également je me réjouis comme vous, mais je pense que évitons de les mettre dans la catégorie de détenus politiques ou d'exilés politiques. Si vous regardez les infractions, la justice, elle est totalement indépendante de l'exécutif. Ils ont leurs raisons, ils ont leurs motifs, ils ont leurs arguments. Faisons confiance à la justice. Je pense que nous devons s'en tenir à cela. Maintenant, s'il y a un plaidoyer à faire, je pense qu'on peut toujours. On est dans une société d'échange. Je pense qu'on peut toujours continuer à faire ce plaidoyer, en dehors des micros, à faire ce plaidoyer, disons, à l'abri des caméras. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et je vous remercie de votre très aimable attention. Que Dieu bénisse notre pays. Merci beaucoup.